Un tweet, un simple tweet sur Truth Social. Et Israël découvre que la guerre promise n'aura pas lieu. Pas d'appel préalable, pas de consultation. Le cabinet de guerre israélien apprend l'annulation des frappes sur l'Iran, en même temps que le reste du monde. Netanyahou avait parié gros. Il pensait avoir obtenu de Trump l'engagement ultime. Sauf que pendant ce temps, d'autres négociaient, les monarchies du Golfe, directement avec Washington, sans Israël dans la boucle. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, que révèle cette humiliation sur l'avenir de l'alliance américano-israélienne? Premiers éléments. Le 22 août 2026, Donald Trump publie sur Truth Social l'annulation de la frappe militaire prévue contre l'Iran. La formulation est lapidaire. Aucune explication détaillée. Juste une décision, rendue publique sur un réseau social. Deuxième élément. Selon des responsables israéliens cités par la presse hébraïque, le cabinet de sécurité israélien n'avait reçu aucune information préalable. Ils ont découvert la nouvelle en lisant le post de Trump. Un responsable aurait qualifié la situation de détresse extrême. Troisième élément. Cette annulation intervient quelques jours après la visite de Netanyahou à Washington. Le Premier ministre israélien avait présenté ce déplacement comme un succès. Il affirmait avoir obtenu un engagement américain ferme pour une action militaire conjointe contre l'Iran. Quatrième élément. L'armée israélienne avait relevé son niveau d'alerte. Les préparatifs étaient en cours. Les médias hébraïques rapportent que ce retournement brutal affecte le moral des troupes et leur état de préparation opérationnelle. Cinquième élément. Mark Levin, commentateur américain pro-israélien influent et proche de Trump, a réagi violemment. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne, il s'en est pris à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à la Turquie et au Pakistan. Il les accuse d'avoir pesé sur la décision américaine. Il a même déclaré, selon ses propres mots, n'avoir aucun problème avec le déclenchement d'une troisième guerre mondiale si nécessaire. Sixième élément, le contexte électoral israélien pèse lourd. Netanyahou fait face à des élections en octobre. Sans victoire militaire tangible à présenter, sa position politique devient fragile. Le Hamas est toujours présent à Gaza. Le Hezbollah n'a pas été neutralisé au Liban. Le régime iranien reste en place. Cette séquence d'échecs s'allonge. Pour comprendre la colère israélienne, il faut remonter quelques mois en arrière. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a multiplié les signaux contradictoires sur l'Iran. D'un côté, une rhétorique de pression maximale, de l'autre, des négociations discrètes via des intermédiaires du Golfe. Netanyahou a misé sur la première lecture. Il a interprété chaque déclaration musclée de Trump comme une promesse d'action. Sa visite à Washington devait sceller cet engagement. Les médias israéliens ont présenté ce voyage comme un triomphe diplomatique. Le Premier ministre rentrait avec, pensait-il, l'assurance d'une frappe américano-israélienne décisive. Mais Washington joue sur plusieurs tableaux. L'administration Trump maintient des canaux ouverts avec Riyad et Doha. Les monarchies du Golfe ont leurs propres intérêts. Une guerre ouverte avec l'Iran menacerait directement leur infrastructure pétrolière et leur stabilité. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part massive du pétrole mondial, deviendrait une zone de conflit. L'Arabie saoudite négocie depuis des mois une normalisation de ses relations avec l'Iran, sous médiation chinoise, puis avec des discussions parallèles impliquant Washington. Le Qatar maintient des relations avec Téhéran tout en accueillant la plus grande base américaine de la région. Ces deux pays ont accès direct à Trump. Ils n'ont pas besoin de passer par Netanyahou. La Turquie joue également un rôle. Ankara a renforcé sa position en Syrie avec le soutien implicite de Washington. La question des F-35 reste un point de friction, mais Erdogan a obtenu des garanties sur d'autres dossiers. Le Pakistan, puissance nucléaire musulmane, pèse aussi dans les calculs américains sur l'équilibre régional. Dans ce contexte, Israël se retrouve dans une position inédite. Pendant des décennies, l'alliance avec Washington garantissait une forme de droit de veto israélien sur les grandes orientations américaines au Proche-Orient. Cette époque semble révolue. Trump négocie directement avec les puissances régionales. Il arbitre entre des intérêts concurrents. Et dans cet arbitrage, Israël n'est plus automatiquement prioritaire. La dépendance stratégique d'Israël envers les États-Unis devient un handicap. Quand votre principal allié peut changer de cap sans vous prévenir, votre marge de manœuvre s'effondre. C'est exactement ce que révèle cette séquence. Trois dynamiques se croisent dans cette crise. La première concerne le repositionnement des monarchies du Golfe. Riyad et Doha ont compris que leur influence sur Washington dépend de leur capacité à proposer des alternatives à la confrontation. En offrant à Trump une porte de sortie face à l'Iran, ils se rendent indispensables.
Ils deviennent des interlocuteurs stratégiques, pas de simples clients d'armes américaines. Cette évolution est structurelle. Depuis les accords d'Abraham de 2020, les monarchies du Golfe ont normalisé leurs relations avec Israël. Mais cette normalisation reste conditionnelle. Elle ne signifie pas alignement. Les Émirats, Bahreïn et potentiellement l'Arabie Saoudite veulent les bénéfices économiques et sécuritaires de la relation avec Israël sans en supporter les coûts diplomatiques dans le monde musulman. Quand Netanyahou demande une guerre contre l'Iran, il met ces pays dans une position impossible. Une guerre régionale détruirait les investissements de diversification économique saoudiens et émiratis. Elle enflammerait les opinions publiques arabes. Elle forcerait ces régimes à choisir un camp, ce qu'ils refusent de faire. La deuxième dynamique concerne Trump lui-même. Le président américain fonctionne sur une logique transactionnelle. Il veut des deals. Une guerre avec l'Iran n'est pas un deal, c'est un gouffre financier et politique. Les conseillers économiques de Trump lui rappellent que le cours du pétrole s'envolerait. L'inflation repartirait. Les élections de mi-mandat deviendraient plus compliquées. Trump a donc besoin de montrer de la fermeté, sans aller jusqu'au conflit. L'annulation de la frappe, présentée comme une décision souveraine et non comme un recul, lui permet de garder la main. Il peut toujours réactiver la menace plus tard. Mais en attendant, il préserve ses options. La troisième dynamique touche à la politique intérieure israélienne. Netanyahou a construit toute sa campagne sur la promesse d'une victoire décisive. Pas un cessez-le-feu, pas un accord négocié. Une victoire contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran. Chaque objectif reste hors de portée. Le Hamas contrôle toujours des pans de Gaza. Le Hezbollah n'a pas été défait. L'Iran conserve son programme nucléaire et son influence régionale. Netanyahou se retrouve face à un bilan d'échec qu'il ne peut pas maquiller. L'annulation des frappes américaines aggrave cette situation. Le Premier ministre ne peut plus promettre une action imminente. Il ne peut plus se présenter comme l'homme qui a convaincu Trump. Son récit s'effondre. Ses rivaux politiques exploitent cette faiblesse. Naftali Bennett, Yair Lapid et d'autres préparent leur offensive électorale. Ils présenteront Netanyahou comme celui qui a perdu la confiance de Washington. Reste la réaction du lobby pro-israélien aux États-Unis. Mark Levin incarne une ligne dure qui refuse tout compromis. Son attaque contre les monarchies du Golfe révèle une fracture. Une partie du mouvement sioniste américain préfère la confrontation totale, quitte à isoler Israël de ses alliés potentiels dans le monde arabe. Cette ligne maximaliste pourrait aggraver l'isolement israélien, plutôt que le réduire. Le récit dominant de cette crise se concentre sur la colère israélienne contre Trump. C'est compréhensible. Les images en sont fortes. Un allié découvre une décision majeure via les réseaux sociaux. L'humiliation est réelle. Mais ce récit masque une question plus profonde. Pourquoi Israël s'est-il retrouvé dans une telle dépendance ? Et surtout, pourquoi personne en Israël ne semble questionner cette dépendance elle-même ? La doctrine stratégique israélienne repose depuis des décennies sur l'alliance américaine. Washington fournit les armes, le soutien diplomatique, la protection au Conseil de sécurité. En échange, Israël sert les intérêts américains dans la région. Ce contrat implicite fonctionnait tant que les intérêts convergeaient. Or, ils divergent de plus en plus. Les États-Unis veulent réduire leur engagement militaire au Proche-Orient. Ils veulent des partenaires régionaux autonomes. Ils veulent éviter les guerres coûteuses. Israël sous Netanyahou veut exactement l'inverse. Une confrontation permanente, une présence américaine maximale, un engagement militaire direct. Cette divergence n'est pas nouvelle. Elle s'est manifestée sous Obama avec l'accord nucléaire iranien. Elle continue sous Trump, malgré les apparences. Le président américain aime Israël en parole, mais il aime encore plus éviter les guerres qu'il ne peut pas gagner rapidement. L'angle mort du récit actuel, c'est l'absence de réflexion stratégique en Israël sur cette dépendance. La colère contre Trump évite de poser la vraie question. Si votre sécurité dépend entièrement des décisions d'un homme imprévisible, votre stratégie est-elle viable ? Les monarchies du Golfe l'ont compris. Elles diversifient leurs alliances. Elles négocient avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran même. Elles ne mettent pas tous leurs œufs dans le panier américain. Israël, lui, double sa mise sur Washington à chaque crise. L'annulation des frappes sur l'Iran n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un réalignement plus profond. Les monarchies du Golfe négocient directement avec Washington. Elles ont gagné un accès et une influence que Netanyahou pensait réserver à Israël. Trump arbitre entre des intérêts concurrents
et Israël n'est plus automatiquement en tête de liste. Netanyahou se retrouve piégé par sa propre stratégie. Il a promis une victoire totale. Il ne peut pas la livrer. Il a parié sur Trump. Trump vient de montrer les limites de ce pari. La question qui se pose maintenant dépasse les personnalités. Elle touche à l'architecture même des alliances régionales. Les accords d'Abraham survivront-ils à cette reconfiguration? Ou assiste-t-on à l'émergence d'un nouvel équilibre, où Israël devra négocier sa place, plutôt que de la tenir pour acquise? Votre analyse en commentaire. Voix interdite.